Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va super. C'est CRISPR-C9, la chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube. Je viens de rentrer après une longue journée de travail, je vais dans ma cuisine pour me faire à manger, je lance un steak sur la poêle, et là je me rends compte que j'ai une brique de soupe qui date de cet hiver dans mon placard. Je la prends pour vérifier la date de péremption et savoir si je peux la consommer. Et là, en me retournant sur la brique, je commence à lire les ingrédients. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que dans cette brique, il y avait du sucre et du sirop de glucose, alors que c'est un plat qui est censé être salé. Après ça, je me suis demandé s'il y avait du sucre et du sirop de glucose, qui finalement est aussi du sucre, dans d'autres ingrédients et plats préparés salés. Donc je me suis posé la question, j'ai vidé mon placard, et effectivement, dans la plupart des plats préparés, dans la plupart des sauces, boîtes de conserve, etc., on va retrouver du sucre. Je me suis alors demandé pourquoi les industriels mettaient du sucre dans ces plats-là. Quels étaient finalement les effets du sucre sur notre cerveau? Est-ce que ça sert d'exhausteur de goût un peu comme le sel? Ou alors est-ce qu'il y a une raison plus profonde à ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, quels sont les effets du sucre sur le cerveau. Et par la même occasion, essayer de répondre à la question pourquoi on aime tant les desserts et le Nutella. Pour comprendre ce que provoque le sucre sur notre cerveau, on va d'abord faire un état des lieux. Le sucre, ça appartient à une famille de molécules qu'on appelle les hydrates de carbone, ou alors les glucides plus vulgairement. C'est composé de 3 atomes, carbone, hydrogène, oxygène. Ces 3 atomes, carbone, hydrogène, oxygène, vont être structurés et en nombre totalement différent, ce qui va amener à la formation de glucides tout à fait différents, des glucides complexes et des glucides simples, comme par exemple le saccharose, le dextrose, le maltose, le fructose, etc., etc. Donc maintenant, quand tu manges quelque chose de sucré, qu'est-ce qui se passe? Quand tu manges quelque chose de sucré, on va avoir une activation des récepteurs de goût sucré qui sont situés sur les papilles gustatives de ta langue. Ces mêmes récepteurs, tout émoustillés par le sucre qu'ils viennent d'avoir, vont envoyer un signal à la partie antérieure de ton cerveau. Le signal va ensuite être redistribué dans différentes parties du cerveau, dont le cortex cérébral, qui va être amené à traiter l'information sensorielle. Grosso modo, lorsque tu manges quelque chose de sucré, ton cortex cérébral va envoyer l'information à ton cerveau et ce dernier va comprendre que tu es en train de manger quelque chose de sucré. Et il va activer en parallèle un autre système qu'on appelle le système de récompense. J'ai reçu des cadeaux. Le système de récompense, c'est un réseau de voies chimiques qui va s'étendre dans tout le cerveau. Et lorsqu'il est activé, il va libérer une molécule merveilleuse, la dopamine. La dopamine, grosso modo et vulgairement, ça fait partie d'une famille de molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs et qui vont servir à transporter un message d'un neurone à un autre via la synapse. Ensuite, quand le système de récompense est activé, ce qui est le cas quand tu manges quelque chose de sucré, on va avoir un relargage massif de la dopamine entre les neurones, dans ce qu'on appelle la synapse. Ce relargage de dopamine va procurer une sensation de plaisir intense. Tu vois la sensation que tu ressens quand tu es en train de manger des cuillères de Nutella devant Netflix? Et ben là, la dopamine... Ce qui est intéressant de noter, c'est que le système de récompense est le même système qui est impliqué dans le phénomène d'addiction. Grosso modo, plus tu vas lui envoyer du sucre, plus il va t'en demander. C'est un peu la même chose que pour les drogues, et si je te parle de ça, c'est parce que c'est ce système, le système de récompense, qui est responsable de l'addiction à ces dernières. Mais tu n'as pas la même maman, man. Brother from another mother. Donc là, je suis en train de comparer le sucre à une drogue, t'es peut-être en train de me prendre pour un fou, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait au début, avant de me pencher sur des expériences qu'ont menées certains scientifiques, et tu vas voir que c'est plutôt intéressant. Surprenant même. En effet, plusieurs neurobiologistes, dont un français, Serge Ahmed, a tenté une expérience plutôt cocasse. Il a laissé le choix à 43 rats d'obtenir 8 fois par jour une récompense via des leviers dans les cages. Un levier leur délivrait de la cocaïne et l'autre levier leur délivrait du sucre. Alors je sais pas si tu es au courant, mais la cocaïne ça a un pouvoir addictif quand même assez puissant. Là on se situe au début des années 2000 et ce qui était connu jusqu'alors, c'était que la cocaïne avait un pouvoir addictif assez fort, tellement fort que lorsqu'on propose à des rats de la cocaïne ou un repas normal, ils préféraient prendre de la cocaïne. Donc l'ensemble des neurobiologistes à cette époque-là, en 2007 je crois que l'article est paru, s'attendaient à voir une addiction à la cocaïne des rats. Mais que nenni! Après plusieurs semaines, Serge Ahmed s'est rendu compte que 94% des rats voulaient obtenir de façon préférable du sucre. 94% des rats activaient 8 fois par jour le levier qui leur délivrait du sucre. Donc là, même s'il a fait l'expérience plusieurs fois, Serge Ahmed s'est dit que c'était peut-être un hasard ou dû à l'environnement. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a compliqué l'accès au levier qui délivre le sucre pour les rats, mais pas celui qui délivre la cocaïne. Donc là, pour vous situer le contexte, les rats devaient faire un effort pour accéder au levier qui délivre du sucre et pas d'effort pour accéder au levier qui délivre de la cocaïne. Et devinez quoi?
Après plusieurs semaines, 90% des rats étaient prêts à faire l'effort pour recevoir le sucre 8 fois par jour. 13 ans et quelques avancées scientifiques plus tard, on est encore assez loin de décortiquer tous les mécanismes qui sont impliqués dans ces phénomènes d'addiction. Quoi qu'il en soit, le fait de dire que le sucre est plus addictif que la cocaïne est pour l'instant impossible, et d'ailleurs ça fait pas du tout l'unanimité au sein de la communauté scientifique. A priori, ça inclurait plutôt les mêmes acteurs que l'addiction à la nicotine par exemple. Quoi qu'il en soit, le sucre a un réel pouvoir addictif. Les faits sont là. Un autre truc complètement fou et une similitude avec d'autres drogues dures, c'est l'accoutumance. Plus tu vas manger du sucre régulièrement et à des doses croissantes, et moins tu seras sensible à ce dernier. Et plus ton cerveau va te demander d'en ingérer des quantités énormes pour ressentir le plaisir de la première fois. En fait, tout ce que ton cerveau recherche, c'est ressentir le même plaisir que lors de son premier shoot de dopamine. On a dressé un portrait un peu sombre du sucre, mais ce dernier est indispensable à notre survie, donc il faut surtout pas arrêter d'en consommer. C'est une des pierres fondamentales pour notre métabolisme, avec notamment les lipides et les protéines. Sans sucre, on a zéro énergie. Sans sucre, c'est très simple, on meurt. C'est comme tout, il faut le consommer avec modération pour éviter d'avoir des problèmes, notamment d'obésité, de diabète, les caries, etc., etc. Tous les problèmes liés au sucre. Voilà, c'était ma petite vidéo des effets du sucre sur le cerveau. J'espère que ça vous aura plu. Le sucre a plein d'autres effets, notamment au niveau de l'intestin et de la production d'insuline. On pourra en parler plus tard. C'est des effets métaboliques. Je voulais surtout explorer la voie cérébrale et la voie addictive. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, comme d'habitude, on partage, on s'abonne, on met des petits pouces bleus, activez la cloche des notifications. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.